신나게 놀아봅시다. Freebox Pop, fibre ultra rapide, répéteur Wi-Fi, TV replay, Free Ligue 1 Uber Eats. Merci Free. Funèbres de France, c'est un engagement de chaque instant et la garantie de la qualité pour l'organisation d'obsèques personnalisées. Choisir Pompes Funèbres de France, c'est bénéficier d'un accompagnement et d'une écoute attentive. Pompes Funèbres de France, le réseau national au service des familles. Il est bientôt 13 h. Partagez le plaisir d'un café en grains fraîchement moulu et laissez-vous porter par l'intensité d'un arôme unique. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec DeLonghi. Arthur, c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Total Direct Énergie. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Vous en faites déjà beaucoup. À nous d'en faire plus. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma Série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1 édition sport. Dès 295 € par mois, entretien inclus. Antoine, vos radiateurs connectés Atlantique, ils sont fantastiques. Et il n'y a pas que Charlotte, il y a aussi les chaudières Atlantique, la climatisation Atlantique, les pompes à chaleur Atlantique, la ventilation Atlantique, les chauffe-eau Atlantique. Rechercher la mer est dans votre nature. Vous la faire vivre est dans la nature de Costa. Réservez votre balcon sur la mer à un prix exceptionnel. L'annulation est gratuite. Costa. Avec laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur laposte.fr. Repartir. Explorer de nouvelles sensations. Déconnecter, oser, savourer, se retrouver. Vibrer. Un grand hiver vous attend en Savoie-Mont-Blanc. L'hiver des possibles. Bonjour à tous. Une amélioration pour aujourd'hui, mais des températures en baisse après le passage de la perturbation. Les grisailles matinales ont laissé place au soleil. Oui, un soleil voilé sur la moitié sud, quelques passages nuageux, une alternance de nuages et d'éclaircies pour les Alpes, un peu de Mistral en basse vallée du Rhône, ça va souffler jusqu'à 70 km par heure. Et la neige continue de tomber sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres d'altitude. Des températures en forte baisse, ça a fait tout drôle ce matin avec parfois ces valeurs proches du zéro dès votre réveil. Des températures maximale en baisse également, baisse généralisée, mais plus faible dans l'ensemble. Comptez 12 degrés seulement à Paris, 20 degrés en moyenne sur la Corse. Demain, un temps calme, des conditions anticycloniques. Le matin, des nuages sur les régions centrales, sur une partie du bassin parisien, mais aussi vers le golfe du Lion, les entrées maritimes notamment. Beaucoup de soleil pour l'après-midi, des grisailles parfois tenaces, localement. Et ce vent de nord-est, la bise, qui va accentuer la sensation de fraîcheur. Des températures au petit matin encore bien fraîches. Couvrez-vous, c'est un conseil. Et les températures de l'après-midi seront au-dessus des 10 degrés sur la moitié nord. Mais le vent de nord-est, je vous le rappelle, va accentuer la sensation de fraîcheur. La température ressentie sera parfois plus basse. Et des valeurs vers les 20 degrés pour le pourtour méditerranéen. Bon après-midi avec l'info du jour sur CNews en France et à l'étranger.
Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, évidemment, on poursuit le débat de Midi News. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est avec vous, Claire-Elisabeth. Oui, Sonia, les heures passent et l'écart reste très, très serré entre Donald Trump et Joe Biden. Le candidat démocrate obtient l'adhésion de 238 grands électeurs. Son adversaire républicain, 213. Il en faut, je vous le rappelle, 270 pour rentrer à la Maison-Blanche. Le président sortant dénonce déjà des fraudes et annonce qu'il va saisir la Cour suprême. C'est une fraude majeure pour notre pays. Nous voulons que la loi soit appliquée comme elle se doit. Nous allons aller devant la Cour suprême. Nous voulons que le vote cesse. Nous ne souhaitons pas qu'ils retrouvent des bulletins à 4 heures du matin. C'est un moment très triste pour nous. Nous allons gagner et en ce qui me concerne, on a déjà gagné. Et le raz-de-marée démocrate annoncé par certains sondeurs, espéré par les soutiens de Joe Biden, n'a donc pas eu lieu. Rien n'est joué. Il faudra peut-être plusieurs jours pour connaître le nom du vainqueur. Deux Amériques dos à dos, attente insurmontable pour les deux camps à Washington. Manifestation anti-Trump aux abords de la Maison-Blanche pour dénoncer la politique du président sortant. Et puis autre image à Seattle, cette fois-ci avec les pros et les anti-Trump qui manifestent, des manifestations qui ont viré à l'émeute. En France, le reconfinement est-il un échec? Coup de sang d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale après un vote défavorable à la majorité sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Le ministre de la Santé a perdu son calme en rappelant le quotidien des personnels soignants. Le bon sens a manqué depuis le début de cette crise. On a laissé grandes ouvertes les frontières alors que tous les pays les fermaient. On n'a pas investi dans les tests et on n'a pas eu les tests nécessaires pour pouvoir tracer et isoler les personnes qui étaient touchées. On aurait dû porter des masques dès le début. Le gouvernement nous a expliqué que ça ne servait à rien. Et ça continue. Entre la première et la deuxième vague, on n'a pas ouvert des lits alors qu'on sait qu'on manque de lits. Je veux dire, 5 000 lits pour une population de 67 millions d'habitants, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Encore une fois, faisons preuve de bon sens. On n'a rien anticipé. Voilà la réponse sans appel de Marine Le Pen que vous venez d'entendre à l'instant, invitée de CNews ce matin. Pour elle, eh bien, ce reconfinement est un échec. Le gouvernement n'a pas su anticiper. Et puis la Covid-19, un ennemi auquel il va falloir s'habituer. Selon l'OMS, le virus est avec nous pour toujours. Fin de citation. L'Organisation mondiale de la santé espère contrôler la situation en respectant à la lettre la politique du tester, tracer, isoler, ce qui permettrait d'éviter de nouvelles vagues de l'épidémie. Voilà pour l'essentiel. Restez sur CNews. Midi News revient dans un instant avec Sonia Mabrouk et ses invités. Merci à vous, Claire. Et c'est même tout de suite, on va poursuivre le débat. On parlera évidemment, comme vient de vous le dire Claire, de la situation américaine. Mais pour l'instant, il y a une forme de statu quo. On attend évidemment l'évolution de la situation. On en a largement parlé dans la première heure. On va parler de la situation en France. Et il y a Maître Carbon de 16 qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, avocat pénaliste. C'est toujours là Laurent Jacobelli qui est porte-parole du Rassemblement national. Olivier D'Artigol qui est notre chroniqueur politique. Et Jean-Claude Beaujour qui est avocat et vice-président de France Amérique. Alors hier, il y a eu une situation quasiment inédite. En tous les cas, c'est édifiant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Beaucoup de réactions et de surprises après les propos et le ton du ministre de la Santé. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue, sans doute, c'est certain même, mais la manière dont cela est dit, cela nous incite à en débattre, à comprendre. Et je précise que le ministre était juste avant, pour rappeler le contexte, le ministre de la Santé, dans un hôpital de Corbeil-Essonnes, et que les députés de l'opposition ont voté, en l'absence de députés de la majorité, la fin de l'état d'urgence, profitant de cette absence, la fin de l'état d'urgence au 14 décembre contre la date normalement du 16 février 2021. Regardez la séquence. Je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
Mesdames et messieurs les députés, quand j'ai quitté l'hôpital avec le Premier ministre et que je suis rentré au ministère, il y avait un écran de télévision qui était allumé. Il y avait le débat parlementaire qui était diffusé sur la télévision. Et j'ai vu des députés debout applaudir. J'ai demandé à mon cabinet, pourquoi applaudissent-ils? Nous avons vaincu l'épidémie? Pourquoi applaudissent-ils? Pour rendre hommage aux soignants? On m'a expliqué que non, les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cet hémicycle ce soir. Alors, beaucoup de réactions de l'opposition et vous allez évidemment tous réagir. Mais tout d'abord, je voudrais quand même entendre ce que dit la majorité, en particulier ceux qui sont à l'Assemblée et en charge du groupe à l'Assemblée. C'est votre cas. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous vois. Oui, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le porte-parole de la majorité, député des Français de l'étranger. Je précise à nos téléspectateurs que s'il y a eu aussi ce vote de l'opposition et des LR en particulier, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de députés de votre camp, de votre majorité qui étaient présents. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que c'est aussi cela la raison, entre autres, de la colère du ministre de la Santé. D'abord, pour répondre à ce point extrêmement... Précisément, la séance a repris hier soir à 9h et les oppositions, en particulier le groupe Les Républicains, avaient décidé d'organiser un coup politique. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mobilisés extrêmement massivement à l'ouverture exacte de la session, alors que nous sommes dans un contexte de restrictions sanitaires où nous avons consigne de respecter des demi-jauges par groupe politique. Et donc, effectivement, sur les premières minutes de la séance, sur les 10 premières minutes de la séance, le groupe Les Républicains s'était mobilisé de façon extrêmement forte à un moment donné où les députés rejoignaient progressivement l'hémicycle. Et donc, il faut regarder cela en face. Il y a effectivement eu un moment de faiblesse qui a permis au groupe Les Républicains de faire voter la fin de l'état d'urgence. Et moi, ce que je trouve extrêmement grave, au-delà de cet incident de séance, c'est le comportement de nos oppositions, et en particulier du groupe Les Républicains, qui depuis maintenant plusieurs semaines est dans une démarche qui vise à saper toutes les mesures de protection que prend le gouvernement pour protéger les Français. Il y a de ça 3 semaines, ils votaient la réouverture des boîtes de nuit. Rendez-vous compte, dans la situation épidémique que le pays connaît. Il y a quelques jours, le Sénat, les députés LR au Sénat, les sénateurs ouvraient les petits commerces. Attendez, monsieur Anglade, j'entends ce que vous dites, mais je comprends. Vous dites il y a un coup politique, mais en face, vous êtes aussi des responsables politiques. Vous dites faiblesse, certains pourraient dire amateurisme dans une telle période. Il n'y a pas le temps pour une moindre erreur, pour une moindre brèche, une moindre faille, et encore plus dans la majorité. Et madame, vous savez, on débat de l'état d'urgence sanitaire et de la situation sanitaire au Parlement depuis le mois de mars. Oui. Il y a eu 200 heures de débat au Parlement, plus de 200 heures. Il y a eu 5 projets de loi. Il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête au Sénat, les questions au gouvernement chaque semaine. Et pas une fois, la majorité a été prise en revers ou à défaut en soutien du gouvernement. Il y a eu ce moment hier soir où effectivement, en début de séance, il y a eu une mobilisation très forte du groupe Les Républicains qui a abouti à ce à quoi nous avons assisté. Par la suite, le débat a repris. Le débat va se poursuivre cet après-midi et ce soir avec une mobilisation totale de la majorité. Mais encore une fois, moi je voudrais insister sur l'essentiel. Oui. L'essentiel, c'est la situation sanitaire dans le pays. Et vous avez raison, monsieur Anglade, vous avez raison d'insister, mais pardonnez-moi, en disant cela, et le ministre de la Santé peut avoir des moments d'extrême fatigue, la question n'est pas là, mais en disant cela, on a l'impression qu'il est le seul à connaître la situation dans les hôpitaux. Or, vous savez très bien que les élus, que les parlementaires, les députés la connaissent aussi malgré tout. On a l'impression qu'il y a une forme, le monopole du savoir et de l'empathie par rapport aux malades serait de votre côté, du côté du ministre de la Santé, ce qui est faux. Je crois qu'objectivement, personne ne revendique d'avoir le monopole du savoir de ce qui se passe dans nos hôpitaux et d'avoir le monopole de la connaissance sur la situation sanitaire du pays. Cela étant, il faut quand même se placer dans le contexte qui était celui d'hier soir à l'Assemblée nationale, où vous aviez
Alors on a une difficulté, je voulais justement que vous réagissiez à ce que vous disiez, mais allez-y, et puis on va essayer de retrouver on a retrouvé la connexion. Monsieur Anglade, je vous propose d'écouter la réponse, notamment, en tous les cas, l'interpellation de monsieur Jacobelli sur ce plateau. Oui, je pense qu'il y a un vent de panique terrible. On reconnaît un bon capitaine lorsqu'il garde son calme, lorsqu'il y a un gros temps, et on voit que M. Véran a pété les plombs. Il a même remis en cause les fondements de notre démocratie en disant aux députés « sortez d'ici », alors qu'ils sont dans leur place à l'Assemblée nationale. Ils représentent le peuple. Et cette volonté de ne pas écouter l'opposition, de ne même plus supporter qu'on puisse s'opposer, est typique de gens qui ont perdu leurs moyens, qui ont perdu leurs nerfs. Ils ont perdu leurs nerfs parce que d'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Le matin, il faut interdire le mascara. Le soir, on l'autorise. Le matin, il y a un couvre-feu. L'après-midi, il n'y en a plus. Bref, c'est la cacophonie générale. Il n'y a plus de patron. Le Premier ministre est complètement perdu. M. Véran est complètement enfermé dans son autosuffisance. Mais au fond, la situation, c'est qu'on a raté la politique de test. On a raté la politique d'isolement. On se retrouve face à un confinement. Bref, depuis le début, ils gouvernent seuls et ils gouvernent mal. Ils ont refusé d'entendre l'opposition qui s'est retrouvée à devoir accepter leurs décisions. Ils refusent d'entendre les élus locaux quand ils leur disent « Attendez, les petits commerces ne propagent pas le virus ». Ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire et en plus, ils ont tort. Alors, ils pètent les plombs. Vous allez réagir, M. Anglade. J'entends les arguments de M. Anglade sur un coup de jeu politique parlementaire de LR avec les conditions sanitaires qu'on connaît. Bon, j'entends cet élément-là pour expliquer le manque de mobilisation du côté de la majorité. Mais est-ce que vous ne jugez pas, M. Anglade, qu'il y a quand même un problème on peut y réfléchir si ce n'est un dysfonctionnement institutionnel, un déséquilibre. Les dernières mesures, qui sont très importantes, sont notamment prises en Conseil de défense, pas même en Conseil des ministres. Les groupes parlementaires de toute sensibilité ont bien sûr font un travail législatif, sont en prise avec leur circonscription, ce sont des élus expérimentés. Ils peuvent donc aussi mettre au pot commun de la lutte contre le virus des idées, des propositions, des solutions. Les branches professionnelles sur certains métiers auraient pu être consultées bien en amont pour construire à l'échelle du pays des réponses. Et donc on a le sentiment d'un couperet et d'un Parlement qui n'est pas suffisamment pris en considération. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qu'il faudrait quand même améliorer ce fonctionnement-là? Vous connaissez la réponse. Non, je désespère jamais. Monsieur Anglade. Vous savez, je pense qu'on peut avoir tous les débats sur la façon dont la démocratie et la Ve République fonctionnent dans notre pays. Mais la réalité, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, le Parlement a été très largement pris en compte. Mais rien n'est jamais retenu. Plus de 200 heures de débat. Rien n'est jamais rien retenu. Le même débat au Sénat. Il y a les commissions d'enquête. Il y a les questions au gouvernement chaque semaine où les ministres répondent dans le détail. Et donc, au fond, moi, le procès qui serait celui de dire que le Conseil de défense décide seul et que le Parlement n'est pas consulté est absolument faux. Le Parlement a été consulté après les décisions, pas en amont, Monsieur Anglade, vous le savez très bien. C'est-à-dire que le reconfinement est décidé le mercredi, le Parlement peut donner il y a un vote, mais consultatif. J'ai envie de dire, le jeudi. Vous le savez très bien, Monsieur Anglade. Non, je le sais, c'est pas vrai, j'ai pas la même lecture que vous. Vous pouvez pas dire que le Parlement est complètement mis de côté et que c'est une forme d'enregistrement. On vous le dit d'ailleurs. La preuve, sinon on n'aurait pas ce débat. Il y a même des députés de votre majorité qui le pensent. Ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale ne se serait pas passé. Et donc, moi, je mets quand même en garde sur les propos qui peuvent être ceux qui sont tenus sur les plateaux, qui expliquent qu'il n'y a pas... Vous êtes un bon porte-parole et je connais l'exercice. Donc, allez, continue. Comment ? Vous êtes un bon porte-parole et je le dis en expérience. Non, mais moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de langue de bois. Monsieur Anglade, je crois que la situation sanitaire est assez grave pour que, j'allais dire, collectivement, vous nous trouviez des solutions. Personnellement, moi, la question n'est pas l'avis personnel, mais un ton utilisé, parfois qui peut être cassant, même si, évidemment, que M. Véran, qui est médecin, connaît évidemment la situation des malades, mais vous voyez, une telle, j'allais dire parfois, une telle hystérisation du débat, est-ce que franchement, c'est comme ça qu'on peut apaiser les choses ? Je crois pas, il n'y a pas d'hystérie du débat. Vous savez, j'entendais représentant du Front National sur votre plateau à l'instant expliquer que le gouvernement avait loupé toute sa politique de confinement, de déconfinement, en fait toute la gestion de crise sanitaire depuis le début de l'épidémie. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'humilité
par rapport à la situation épidémique que notre pays traverse. Nous sommes confrontés à une crise sanitaire qui n'a pas d'équivalent, qui frappe toute l'Europe. Et l'on voit dans l'ensemble des pays européens des mesures de protection qui sont identiques à celles que la France. Et si elles n'ont pas encore été prises, elles seront prises dans les semaines à venir. Ensuite, sur le ton, Madame Mabrouk, pour répondre très clairement à votre question, il faut se placer dans le contexte. Le ministre Véran sort d'un hôpital à Corbeil-Essonnes, où il voit des soignants qui sont au combat depuis des mois, où il voit des malades, souvent de jeunes malades, contrairement à ce que l'on peut entendre ça et là. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont touchées. Il arrive au Parlement. Et au Parlement, dans l'hémicycle, vous avez des femmes et des hommes de l'opposition chez les Républicains qui expliquent depuis 2 heures qu'il faut rouvrir tous les commerces dans ce pays en faisant en sorte comme s'il n'y avait pas de situation épidémique grave. Les mêmes représentants qu'il y a de cela 3 semaines demandaient à ce que les bars et les restaurants restent ouverts, les mêmes qui demandaient la réouverture des boîtes de nuit. Où sont-ils ceux-là? Qui demande la réouverture des bars et des restaurants dans la J'ai entendu, c'était important de vous entendre aussi, hein, parce que évidemment l'important c'est d'avoir des débats équilibrés, d'entendre les différents points de vue. Donc merci d'être intervenu en direct sur CNews. Oui, allez-y Laurent Jacobi et Maître... Monsieur Anglade, vous auriez pu quand même avoir la décence de dire que les députés de la majorité qui au moment où on vote un texte aussi important ont piscine et ne sont pas là, c'est un problème. Vous pourriez le dire. Vous pourriez dire aussi qu'un ministre de la République qui est au cœur de l'Assemblée nationale où vit la majorité et l'opposition dit à l'opposition puisque vous n'êtes pas d'accord, sortez d'ici. C'est une vision de la démocratie qui n'est pas acceptable, surtout que vous réclamez à corps et à cri l'unité nationale du matin au soir en refusant de vous remettre en cause et en refusant d'entendre l'opposition. Et je le sais parce que nous avons proposé un certain nombre de choses qui étaient simplement du bon sens, hein, pas de la politique, que vous avez écarté. Ça c'est le débat aussi politique. En tout cas, merci de vos avis respectifs et merci d'être intervenu. Quelle réaction? Tiens, c'est intéressant d'ailleurs, c'est pour ça que parfois c'est bien de ne pas avoir que des responsables politiques, d'avoir des gens de la société civile. Quand vous voyez ça dans l'hémicycle, le cœur aussi de la République, qu'est-ce que vous dites? Que parfois, oui, on peut craquer, un ministre de la Santé dans une telle situation peut craquer, ou alors non, vous dites non, il ne peut pas dire à d'autres députés, sortez si vous n'êtes pas d'accord. Non, mais ça très clairement que dans un hémicycle, un ministre, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, vienne dire au pouvoir législatif de sortir de son cénacle, il y a un sujet. Cela dit, je pense on a le droit de réagir, à Birato, si vous voulez. La Ve République nous a habitués à des débats feutrés, mais enfin, dans l'histoire de France, il n'y a pas à remonter très loin pour qu'il y ait des menaces de mort proférées à l'Assemblée, à une époque où ça choquait personne. Les duels, le dernier duel, c'est Gaston Defferre. Et Gaston Defferre, dont on sait que dans les duels, il ne visait pas que la poitrine.